Messieurs les membres du jury, messieurs les professeurs, monsieur le conseiller aux États, chers doctorants, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de soutenir ma thèse de doctorat devant vous pour un sujet intitulé « Tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Genève ». Messieurs les membres du jury, permettez-moi de m'adresser directement à vous en vous disant peut-être que j'imagine que certains d'entre vous ont traversé la frontière pour venir jusqu'à nous aujourd'hui, peut-être en voiture, peut-être même en covoiturage, qui sait. Eh bien, en traversant cette frontière, vous allez peut-être identifier des éléments différents, par exemple la limitation de vitesse, d'autres éléments beaucoup moins flagrants, l'air que nous respirons, les cours d'eau qui traversent les frontières, les routes, voire les autoroutes qui traversent une région. Cette région, c'est le Grand Genève. Qu'est-ce que le Grand Genève? Le Grand Genève, c'est un territoire transfrontalier, à cheval sur deux pays, deux départements français, deux cantons suisses, oh là là, deux cantons suisses, 1 million d'habitants, caractérisés par donc 4 partenaires avec chacun leurs normes, leurs règles, leurs législations, ce qui conduit à des incohérences, des contradictions dans les systèmes de normes, dans la législation. C'est ce qu'on appelle, dans le cas présent, la tétranormalisation au sens de addition, surinflation, foisonnement de normes sur un espace donné, une organisation donnée. Eh bien, il en résulte une logique d'acteurs distincte, différente, parfois contradictoire, entre les membres de cette agglomération, et également des routines et des réflexes défensifs. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun cherche à défendre ses propres normes, se réfugie derrière ces normes puisqu'elles sont sécurisantes. Il en résulte des impacts sur la qualité de vie, l'environnement, la mobilité. Je vous parlais de mobilité en venant jusqu'à nous aujourd'hui. Eh bien, l'environnement, c'est par exemple la qualité de l'air. Si les Français et les Suisses traitent de manière différente les seuils d'alerte, les seuils d'alarme en matière de qualité de l'air, cela peut paraître surprenant dans un espace comme celui du Grand Genève, puisqu'il s'agit d'une même région, d'un même territoire, d'un même espace. Et donc les acteurs ont cette tendance naturelle à avoir des routines défensives, à défendre leur position vis-à-vis d'autres partenaires, quand bien même il s'agit de partenaires. Par conséquent, je le constate dans mon travail au quotidien, il en résulte une co-construction limitée et un risque d'impasse dans cette construction transfrontalière, et je précise, qui est récente, elle remonte à 2007, donc c'est une construction en devenir. Ma présentation d'aujourd'hui est assez classique pour un doctorat d'IBA. Tout d'abord les enjeux, problématiques et hypothèses centrales, les théories mobilisées dans le cadre de cette recherche, le terrain sur lequel la recherche a été effectuée, la méthodologie que j'ai étudiée et appliquée, les résultats naturellement, les limites, il y en a bien entendu, et enfin les apports, les recommandations et les perspectives, voire les prolongements de cette recherche. Alors la problématique se base sur une question de recherche que j'ai formulée ainsi: comment mettre en œuvre un management stratégique environnemental du territoire, dans le Grand Genève, malgré ces normes contradictoires. Hypothèse centrale, ce management stratégique au niveau du Grand Genève nécessite une nouvelle forme d'apprentissage, on l'a entendu ce matin, l'apprentissage en double boucle, c'est-à-dire la remise en cause des normes existantes afin de dépasser ces contradictions dues à ces normes cumulatives, parfois contradictoires. Comment le démontrer? Il faut le démontrer à l'appui d'une analyse calimétrique, c'est-à-dire qualitative, quantitative et financière, de 10 cas transfrontaliers, qui sont des objets réels, absolument concrets, du Grand Genève, et en m'appuyant sur l'effet miroir, c'est-à-dire restituer aux partenaires du Grand Genève le résultat de ces données calimétriques. Les théories mobilisées. Tout d'abord la théorie socio-économique, classique, Saval-Zardet, complétée par Bonnet. La théorie de la tétranormalisation, également développée par Saval et Zardet. La recherche-intervention, recherche-action, en m'appuyant sur les travaux de Lewin et Argyris. Alors je précise que je me suis appuyé sur une recherche-intervention parce que ma volonté était vraiment celle d'intervenir au sein de l'entreprise. Il s'agit bien entendu d'une recherche avec
les acteurs et non pas sur les acteurs. Je fais partie modestement de quelques-uns de ces acteurs qui travaillent à la construction du Grand Genève. Et enfin, la théorie de l'apprentissage organisationnel, je le disais, apprentissage en double boucle, Argyris également, Piaget. Le terrain de la recherche. Alors, de manière centrale, le département pour lequel je travaille, celui de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève. Deux phases, une recherche préalable, exploratoire, afin de comprendre, alors je vais tout de suite vous expliquer, ce que signifie le mot environnement. Je travaille depuis 2003 dans le même département. J'ai observé que chacun des directeurs, chefs de service, appliquait une législation spécifique, parce que la législation est particulièrement développée en matière d'environnement, et beaucoup de gens l'ignorent, et en réalité, j'ai observé que chacun de ces chefs de service appliquait sa propre législation, donc avec une forme de cloisonnement entre ces différents éléments d'environnement. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que l'environnement? Et le plus intéressant, c'était qu'on m'a posé la question de savoir pourquoi un financier s'intéresse à des questions d'environnement. C'était pour l'anecdote. Donc j'ai pu préciser cette notion à travers une enquête qui a concerné 234 cadres supérieurs du département dans lequel je travaille, mais également des experts en matière d'environnement, de mobilité, voire des docteurs en sciences dans le département. Le cœur de la recherche, c'est cette analyse calimétrique. Je me suis adressé à ceux qui sont porteurs de projets, les chefs de projet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'identifier dans quelle mesure les normes différentes, divergentes entre les partenaires génèrent des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements, je vais vous donner tout de suite des exemples, génèrent des coûts qui sont souvent cachés, que l'on ne voit pas. L'idée, valoriser ces coûts cachés, faire émerger le potentiel de développement qui existe au sein des partenaires, avec les ressources qu'ils au pluriel détiennent, et démontrer une possibilité d'autofinancement des démarches environnementales dans le Grand Genève. Au niveau de la méthodologie, 3 phases. Tout d'abord, une observation participante, 2013-2014. Alors j'ai travaillé avec mes collègues, les directeurs généraux, les chefs de projet, des acteurs élus, c'est-à-dire des gens qui sont élus essentiellement à Genève, et je leur ai posé la question de savoir ce qu'ils pensaient de l'environnement et du Grand Genève. Alors cette observation est participante. On entend par observation participante une observation où le chercheur est intégré, partage le quotidien de l'organisation. Alors, dans le cadre de la recherche 2013-2014, évidemment, et en l'occurrence, je travaille dans le département depuis 2003, donc je dispose modestement d'une observation bien plus longue de 13 ans avec ces mêmes personnes. L'enquête environnement dont je vous parlais s'est déroulée, elle, en 2014, donc les cadres dont je vous parlais que j'ai sollicités. Une enquête online, essentiellement qualitative, qui a donné des résultats extrêmement intéressants sur la notion d'environnement, ce qu'on entend par environnement, la question de la monétarisation de l'environnement, par exemple. Pourquoi taxer une pollution, ou à contrario, combien coûte un mètre cube d'air pollué? Enfin, je sais pas. Je me suis posé ces questions en tout début de ma recherche, on m'a vivement conseillé de laisser tomber cette question. C'est pour ça que j'ai choisi un autre sujet. Et enfin, l'analyse calimétrique, en 2014 toujours, donc les cas dont je vous parlais, des fiches, c'est-à-dire j'ai pris chacun des cas, je suis allé voir chacun des partenaires qu'il était possible d'aller voir, je les ai fait parler, j'ai traduit leur langage naturel en langage calimétrique, donc quantitatif, qualitatif, financier, en essayant tout simplement de restituer cette information par effet miroir, de 10 fiches, de 10 cas, donc c'est-à-dire chaque fiche fait plusieurs pages, hein, donc c'est un document assez conséquent, ce qui m'a permis quoi, de constituer 2 tableaux de bord, une modélisation, une conceptualisation de l'expérience de terrain. Les résultats, si vous le permettez, on va peut-être s'arrêter quelques instants sur les résultats. Sur votre gauche, les axes d'analyse calimétrique, et sur votre droite, les gains. Au niveau qualitatif, l'application de l'ingénierie socio-économique calimétrique permet une amélioration de la qualité de vie de l'environnement pour les éléments, entre guillemets, classiques qui concernent l'environnement, nature, paysage, eau, air, bruit, etc., etc. Alors vous allez me dire comment? Alors un exemple tout simple, pour ceux qui font du covoiturage, vous imaginez peut-être que moins de véhicules en circulation, eh bien c'est une meilleure fluidification
sur le trafic routier, c'est également moins d'émissions de polluants, c'est également moins de temps dans les déplacements, c'est également moins de stress, donc une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité environnementale, et cet exemple peut être démultiplié pour les cours d'eau, le traitement des cours d'eau, pour la renaturation des cours d'eau, la revitalisation des cours d'eau, etc., etc., etc. Quantitativement, c'est la traduction quantitative, comme son nom l'indique, des éléments qualitatifs. J'obtiens plusieurs pourcents à dizaines de pourcents de gains possibles. Alors là encore, ça peut paraître surprenant. Il y a des baisses d'émissions de polluants. Imaginez le passage aux frontières de Genève. Genève-France, c'est 550 000 véhicules par jour, dans les deux sens. Imaginez un instant, reprenons l'exemple du covoiturage, une analyse, 2 enquêtes que je n'ai pas menées, démontrent un potentiel de covoitureurs de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de covoitureurs. Alors, ce covoiturage existe, simplement la mise en place d'une plateforme transfrontalière permet de mettre en commun des gens qui viennent peut-être de régions différentes. Et bien évidemment, des milliers de véhicules en moins, c'est assez logique, ça semble même évident, mais peut-être qu'on a aussi besoin d'outils pour mettre en évidence ces éléments-là, d'où ma recherche. Et bien moins de polluants, des améliorations de la qualité de l'air, des cours d'eau, encore une fois, dans des démarches communes. Je prends l'exemple de la qualité de l'eau. L'assainissement de l'eau se réfère à des normes qui sont différentes en Suisse et en France. Traitement des micropolluants et non-traitement des micropolluants. On peut imaginer simplement construire une seule station. Oui, mais les normes ne sont pas les mêmes et les coûts ne sont pas les mêmes. Donc l'ensemble de ces éléments-là, finalement, et on le voit, ce phénomène existe déjà, simplement c'est un... Je pense au cas des contrats rivières transfrontaliers, qui sont des accords entre la Suisse et la France sur le traitement, la gestion de l'eau, une gestion intégrée de l'eau. Eh bien, si les Français ou les Suisses, en fonction du cours d'eau dont on parle, ces cours d'eau sont traités de manière différente, eh bien, on obtient peut-être une qualité moyenne, et on a surtout des aberrations de type 2 stations à 1 km l'une de l'autre, donc doublement des coûts, doublement des prix, alors que finalement, très très peu de choses, pour une même qualité d'eau à peu près, on pourrait avoir des améliorations très significatives. En termes financiers, je cite des dizaines, voire des centaines de millions de francs suisses. Ah, cette information peut sembler un peu surprenante. Alors, rappelons que le budget annuel de fonctionnement d'une région comme celle de Genève est bien supérieur à 10 milliards de francs suisses. Et je n'ai volontairement pas fait le calcul, puisque les financements en France sont bien plus complexes que ceux de Suisse, et je ne les connais pas, j'ai l'honnêteté de le dire, mais je peux vous dire que ça dépasse 10 milliards de francs. Donc ma recherche, c'est une recherche à long terme. Alors je vous citais le cas de la construction d'une usine d'assainissement d'eau, voire de traitement de déchets. Une usine peut coûter plusieurs dizaines, voire centaines de millions de francs. Donc c'est assez évident, encore une fois, d'en faire la démonstration. Toutefois, cela ne se fait pas maintenant, c'est bien qu'il y a un problème. Encore une fois, mon hypothèse, c'est cet apprentissage, ce réflexe défensif qui consiste à dire « moi je travaille dans le cadre de mes normes et je le vis au quotidien ». Lorsque je vais voir, on a entendu parler de systèmes d'infos ce matin, lorsque je vais voir les systèmes d'infos, ils me disent c'est impossible, contrainte technique. Donc si chacun des partenaires tient ce discours-là, il ne se passe rien. Et enfin, l'ensemble de ces éléments permet ce qu'on appelle, selon la théorie, des coûts performance cachés, l'émergence de coûts performance cachés, c'est-à-dire des éléments qu'on n'identifie pas. Exemple, problème de construction d'une usine, d'un centre de traitement, des négociations. Qui envoie-t-on négocier? Alors, parfois les élus, lorsqu'ils en ont le temps, souvent l'administration, des fonctionnaires. Donc on paye, de mon point de vue, de mon expérience, très cher, des gens qui sont en fait engagés pour réaliser les objets. Ils partent en fait en mission pour aller essayer de négocier quelque chose qui, tel qu'on aborde le problème, n'est pas négociable. Donc ça génère automatiquement des surcoûts. J'ai un exemple encore très récent où après 18 mois de discussion, on a réussi enfin à s'entendre pour une question qui concerne l'eau. Ça a été difficile. Donc ce recyclage des coûts cachés par l'approche télémétrique permet en réalité une économie. C'est comme par exemple l'exemple de l'énergie. Comment économiser l'énergie? Il suffit de ne pas l'utiliser. Donc comment fait-on sans énergie? On sait qu'il existe des moyens. Et bien en fait, vous générez automatiquement des économies, donc des performances environnementales supérieures, voire des économies en francs qui peuvent être tout simplement réinjectées dans de nouveaux projets par
un mécanisme d'autofinancement, c'est-à-dire sans ressources supplémentaires. Toujours au niveau des résultats, alors là c'est la conceptualisation, encore une fois, de l'ensemble de cette recherche. Deux tableaux de bord. D'une part, un tableau de bord d'ensemble calimétrique, c'est la synthèse des 10 cas, un tableau qui, je le reconnais, n'est pas des plus ergonomiques, mais dans le temps imparti, je n'ai pas eu l'idée lumineuse qui m'a permis d'en faire quelque chose d'immédiatement utilisable, et je le reconnais, je voulais m'en excuser. Une balance socio-économique également, donc avec l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces indicateurs, et un second tableau de bord de pilotage stratégique de l'intégration, puisque mon hypothèse est aussi celle que la tétranormalisation conduit à la division, et en travaillant par intégration, on arrive à construire cette agglomération, et ce que j'appelle un outil anti-tétranormalisation, que je vais essayer de promouvoir auprès des partenaires du Grand Genève. Les limites de la recherche, bien entendu, il y en a. Le temps, tout d'abord, 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Les ressources, moi-même et mon directeur de thèse, que je remercie. Donc seul avec moi-même et dans une posture au sein de l'entreprise, grand avantage, disponibilité des données en grand nombre. Je suis directeur financier, donc j'ai accès quasiment à toutes les informations du département, voire à certaines informations de l'État, mais qui sont publiques, hein, on ne parle pas du tout de données privées. Donc une grande facilité, par contre, un problème de prise de distance, de mon point de vue, prise de recul, que j'ai essayé de compenser en sélectionnant le plus grand nombre de cas possible. J'ai fait le choix d'avoir plus de 10 cas de manière large, plutôt qu'un seul cas de manière très très approfondie. C'est une posture que j'ai retenue. Donc pas d'accompagnement, je le disais. Il en résulte quoi? Une hypothèse minimale, c'est-à-dire essentiellement basée sur les données de l'État de Genève. Donc encore une fois, si les professeurs savent de quoi je parle, la disponibilité des données, le fait qu'il est souvent difficile de pouvoir les obtenir. Là, je les avais quasiment à portée de main, mais je n'ai donc pas pu faire appliquer une hypothèse maximale, c'est-à-dire faire la même démarche pour l'ensemble du Grand Genève pour 1 million de personnes. Là, j'aurais été, alors là, pour la suite, je pense qu'en termes de prolongement, je peux travailler jusqu'à la fin de ma vie sur ce objet. Le diagnostic et outils, alors j'estime avoir utilisé ce qu'on appelle la loupe, selon l'ingénierie socio-économique, c'est une métaphore, c'est un grossissement à la loupe des données qui existent, que j'ai pu traduire, et non pas le recours à un microscope électronique, qui est une ingénierie extrêmement puissante, extrêmement développée, mais à laquelle je n'avais tout simplement pas le temps d'accéder. Et enfin, des coûts performance cachés qui sont une estimation, je le reconnais volontiers, et non pas un chiffrage précis. Là, il aurait fallu bénéficier d'une équipe complète de chercheurs, un laboratoire, peut-être sur quelques années, donc quelque chose de beaucoup plus poussé. Les apports. Alors, au plan académique, un apport sur la théorie de la tétranormalisation, une contribution également à ce que j'ai compris être un nouveau champ de recherche, celui du territoire, qui prend de plus en plus de poids, on le voit au quotidien. L'émergence de données nouvelles qui n'existaient pas avant, la magie des chiffres, traduction du langage naturel en langage calimétrique, je le disais. Une démonstration aussi de l'apprentissage par l'action, c'est-à-dire on apprend en faisant et non pas on réfléchit, puis ensuite on va voir comment on fait. On a cet exemple de contrat rivière transfrontalier qui fonctionne très très bien avec peu de moyens. Une vision pour le Grand Genève, une voie, c'en est une, modestement, il y en a peut-être d'autres, mais j'en propose une, avec un projet socio-économique. Et des impacts directs, des effets diffus, alors très sous forme anecdotique, c'est la chasse, non pas aux sorcières, mais aux coups cachés au sein de mon département. Tout devient source de coups cachés, l'absentéisme, le turnover, le fait de perdre du temps, le fait de passer du temps sur des projets qui n'aboutissent à rien. C'est un phénomène intéressant, un phénomène d'appropriation également, de sensibilisation à ces questions. Les recommandations, poursuivre ce projet que j'ai entamé, c'est une expérimentation, je le reconnais, pour limiter les risques d'impasse, l'élargir également à toutes les politiques publiques, en recourant au management socio-économique, en visant également, comme je le disais, l'intégration versus désintégration, en appliquant l'hypothèse maximale au Grand Genève, en développant cet important ou en maintenant le socle stratégique de ce Grand Genève. C'est une région extrêmement riche, diversifiée, prospère,
Et il s'agit maintenant de poursuivre là-dessus. Et enfin, je dirais, de passer maintenant de l'aménagement du territoire au management du territoire. Je vous remercie de votre attention.